Bonjour François, comment ça va? Ça va bien. Donc on se retrouve ici chez toi et on s'est rencontrés nous, dans le cadre du TEDx Women de Barcelone. On a beaucoup parlé hier soir des rapports égalité hommes-femmes et on en est arrivé sur un certain sens de la fraternité. Pour toi, c'est quoi la fraternité? Pour moi, la fraternité, c'est un élément essentiel parce qu'au fond, je ne sais pas si c'est le propre de l'homme et de la femme, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'égalité, on ne peut pas avoir du plaisir à partager si on n'est pas dans la fraternité. Mais en même temps, et c'est aussi ce sur quoi j'ai beaucoup assisté hier, je crois qu'il ne peut pas y avoir de fraternité sans laïcité. Parce que cela implique de garder par-devers soi ce qui relève, de mon point de vue, du domaine du privé, c'est-à-dire le religieux, et de partager les réflexions philosophiques, éventuellement les réflexions sur la foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partager ces réflexions sur la foi, qui sont en effet une démarche philosophique ou métaphysique, mais c'est important de pouvoir garder cet outil de la laïcité pour pouvoir justement faire émerger la fraternité. Et la fraternité, c'est un peu l'avenir de l'humanité, de mon point de vue. Tu as donné une autre clé aussi pour la laïcité qui était de sortir des rituels. Oui. Sortir de ces habitudes qui nous divisent. Oui, parce que le propre du religieux, et quand je parle du religieux indépendamment de la foi, ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est une organisation. Alors soit une organisation hiérarchique, avec en effet un maître à penser et puis ensuite des disciples, donc une organisation hiérarchique comme ça, un certain nombre de cultes, qu'ils soient catholiques, juifs, musulmans, et puis par ailleurs il y a une doctrine. Bon, ça c'est un truc qui relève de la religion et qui, si je puis dire, n'intéresse pas la vie dans la cité. Le propre de la laïcité, de la conception française de la laïcité, c'est au fond de dire tu as le droit de croire, tu as le droit de ne pas croire, tu fais ce que tu veux, ça n'est pas mon problème. Et tu ne l'imposes pas aux autres. Tu ne l'imposes pas aux autres et tu n'en fais pas état en dehors de ton cercle restreint. C'est-à-dire que tu n'es ni dans le prosélytisme de l'athée, de l'agnostique ou du religieux. Et c'est extrêmement important. La seule, si je puis dire, les seules personnes qui relèvent de la religion et qui peuvent dans la cité se manifester comme religieux, c'est ceux qui, en effet, ont embrassé la foi, c'est-à-dire s'inscrivent dans une hiérarchie religieuse, c'est-à-dire les prêtres, les rabbins, les religieuses, les imams, qui eux sont en effet dans une hiérarchie religieuse. Mais ce n'est pas le propre du commun des citoyens qui eux pratiquent la religion qui les intéresse. Donc ce n'est pas notre problème. Outil de fraternité. Oui. Tu as dit aussi que tu as des clés de ton expérience personnelle, des clés pour sortir des stéréotypes, de vivre cette libération pour aller vers la fraternité. Sortir des stéréotypes, c'est quoi? Je ne sais pas si on sort jamais des stéréotypes, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je crois que la plus grande difficulté, c'est d'arriver à trouver quelles sont ses qualités et ses défauts. Donc c'est en effet ne pas se conformer en tout cas à ce qu'on attend de soi. Donc sortir des stéréotypes, c'est sortir de tous les stéréotypes, c'est-à-dire accepter les règles de la vie en société, qui sont en effet les règles de la courtoisie, de l'écoute, de la bonne éducation, du respect de l'autre, etc. Mais au-delà de ça, ne pas s'enfermer dans une image. Alors l'image, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'image de la femme extrêmement pieuse, ou l'image de la femme extrêmement libérée, ou l'image de la jeune femme qui ne va penser qu'à son apparence physique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis simplement qu'on ne peut pas être réduit à ça. Et que si on se réduit soi-même à une image, on s'appauvrit. Donc c'est dommage. Toi, l'image, tu connais, puisque c'est ton métier. Dans les médias, tu as vécu ça. Et tu me racontais tout à l'heure que parfois, dans ce métier-là, on peut s'accrocher à une image, on peut s'accrocher à ce narcisse que sans cesse on veut y être attaché, on veut sans cesse y être. Oui. On a besoin comme si c'était une drogue. Oui, parce que... Mais toi, t'es pas tombé dans ce piège-là. Non, mais enfin, j'ai pas de mérite particulier non plus, parce que j'ai démarré l'antenne proprement dite assez tard dans ma vie, j'avais déjà 40 ans.
Donc je suis pas née dans un studio de télévision devant une caméra. Ma pratique journalistique était déjà installée autrement. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire d'être dans la caméra, il y a quelque chose à un moment donné qui peut être très fascinant. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de double, d'alias, qui existe, qui n'est pas complètement vous, mais qui est un peu vous quand même, parce que c'est votre image, etc. Et qui vous renvoie quelque chose, c'est Narcisse qui se regarde dans le miroir. Donc qui peut être très valorisant pour l'ego, parce qu'on se regarde, et puis il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire la célébrité, le cortège, des gens qui vous trouvent merveilleux parce que vous ont vu à la télévision. Donc tout ça est très gratifiant. Et à un moment donné, quand ça s'arrête, certains ont peur que ça s'arrête. C'est pour ça qu'on voit des gens qui décrochent jamais de la télévision. C'est comme pour les hommes politiques. Les hommes politiques s'arrêtent, non, jamais pour les mêmes raisons. Mais en même temps, voilà, ça n'est jamais qu'une image fugace et je ne pas dire que c'est la même chose pour les hommes politiques. Pour certains, oui aussi. Ou les femmes politiques. Faire preuve de détachement pour sortir de ça, tu conseillais aussi. Pour terminer, on arrive à la fin de cette interview très rapide. Je te remercie vraiment d'avoir accepté. Voilà. C'était très agréable. De m'avoir invité aussi à chaque fois. Tu as mis en parallèle ce terme de fraternité, ce concept, avec l'équilibre, avec l'harmonie. Tu as cité aussi le fait d'être en paix avec soi-même, en perpétuel travail et en paix avec soi-même. Que toi, lorsque tu étais même dans ta profession, quand tu prends la parole, quand tu vas inspirer les personnes, eh bien, tu as cette paix avec toi-même. Et il me semble qu'il y a une certaine cohérence avec une idée de l'amour, de la compassion. Et tu m'as donné cette clé quand on parlait. Tu m'as dit, cet amour, cette compassion, il transparaît dans le regard. Et tu m'as notamment parlé du regard de Patrick Poivre d'Arvor, du regard de certains journalistes. Et que ce regard, c'est ce qui va connecter. Ce regard, c'est ce qui va inspirer en premier lieu. Ça peut être un regard séduisant, ça peut être un regard sérieux, mais quel qu'il soit, c'est un regard qui a une certaine profondeur, qui nous reconnecte avec nous-mêmes, qui nous permet d'être en paix avec soi-même. C'est directement lié à la fraternité. Donc harmonie, fraternité, être en paix avec soi-même. Est-ce que pour toi, c'est la question, ça peut être un but de vie ou alors une valeur sur laquelle on peut baser sa vie? Quoi, dans la fraternité? La fraternité, le fait d'être en paix avec soi-même. Je ne sais pas ce que ça veut dire être en paix avec soi-même. Non, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que je passe mon temps à gérer des influx différents et qui font que j'arbitre toujours entre... comment dire les choses simplement entre la paresse et le stress, quoi. C'est-à-dire que subitement je me dis, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, il faut que je me lève, vite, et puis je vais pas y arriver, puis c'est terrible, puis ça va faire dans la journée. Puis parfois je me dis, non allez, laisse tomber, tout ça n'a pas d'importance, tout ça est vent, tout ça est très spontané. Donc, mais bizarrement, je pense qu'à un moment donné, il y a une harmonie qui se dégage. Je ne sais pas si c'est de l'harmonie. Je crois que le plus important, c'est de s'accepter tel qu'on est, c'est-à-dire avec ses défauts et ses qualités. Savoir qu'il y a des moments où on peut être formidable, d'autres moments où on est nul, quoi. Donc, faire la paix avec soi-même. Et je pense que, alors, t'évoquais l'amour, la fraternité, bien sûr que ça permet justement d'être en empathie avec les autres. Parce que si on s'accepte avec ses quelques qualités et ses nombreux défauts, on est plus capable d'accepter les autres parce qu'on a fait le bilan, si je puis dire, ou l'acceptation de ce qu'on est. Et donc, ça permet d'aller vers les autres. Moi, je crois que la fraternité, c'est l'empathie, mais c'est aussi l'amour, parce que mais je pense qu'il faut un peu s'aimer soi-même pour aimer les autres. Si on se trouve détestable, haïssable, on est grincheux, on est chonchon, on n'est pas content, donc on n'est pas capable d'avoir des gestes vers les autres. Mais aller vers les autres, voilà, partager, se regarder, partager avec le regard, c'est tellement important. Le regard, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus important, et je pense d'ailleurs que
mais c'est drôle parce que dans tout être vivant, je veux dire, quand il y a des gens qui ont des animaux et qui vous disent tout le temps, ils me regardent, comme, voilà. Donc il y a ce regard. Dans les relations avec les autres, il y a le regard. Il y a le regard amoureux, il y a le regard vif, il y a le regard inquiet. Parfois, quand il y a des bagarres comme ça, on entend des jeunes dire, mais il m'a regardé, comme si le simple regard pouvait signifier quelque chose d'extrêmement agressif. Donc on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses dans les yeux, dans son regard. Alors, il y a tous les clichés sur le reflet de l'âme, enfin tout ce qu'on peut dire, mais c'est vrai que le regard est extrêmement important. Donc il faut accepter de regarder, et il faut accepter d'être regardé. Et quand on accepte ça, c'est-à-dire accepter de livrer une partie de soi-même, on est en effet dans la fraternité, le partage, et on arrive peut-être à être en paix avec soi-même. Oui. Mais je pense que ce sont des outils. La grande question après, c'est est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'être en paix avec soi-même, c'est la même chose qu'être heureux? Je ne sais pas, je ne suis peut-être pas encore assez sage pour pouvoir répondre à cette question, mais... Ça, c'est intéressant. Oui, mais je pense qu'en progressant en âge, on est aussi un peu plus distancié de tout ça, donc c'est bien. Est-ce que tu penses que, pour conclure, tu peux poser une question? C'est-à-dire, là tu dis, je ne sais pas tout, c'est-à-dire c'est une grande preuve de sagesse que tu vas encore découvrir, que tu vas encore grandir. Quelle serait la question que tu aurais à poser aux gens qui le regardent avant d'accueillir la personne? La question qu'il faut se poser. La question que tu aimerais poser. La question que j'aurais envie de poser, ce serait de quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quel est votre prochain projet? Qu'est-ce qui vous tente? Et puis le conseil, c'est rester curieux, toujours. Voilà. C'est la curiosité qui a un effet merveilleux. Qui fait aller vers les autres, qui fait aller vers de nouvelles aventures. Merci François. Merci.